bloc des modérés, là je peux citer leur nom. Le ministre René Sadi, le ministre de la Communication, qui fait une sortie qui dit calmons-nous. Paul Biya ne s'est pas encore prononcé. Et à côté, vous avez le ministre Grégoire Ouma qui dit calmons-nous. Donc, vous voyez que les positions sont diamétralement opposées. Ceux qui estiment que c'est bon, il a dit que nous irons aux élections, préparons-nous. Et les autres disent que nous attendons d'abord voir. Calmons-nous. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que il y a une forte gesticulation de l'opposition de la grande prostituée, de l'allégorie de la grande prostituée. C'est quoi l'allégorie de la grande prostituée? Cette allégorie suggère tout simplement que dans la grande opposition, il existe ceux qui ne jouent pas franc jeu. Mais leur mauvais jeu fait en sorte que l'opinion pense que c'est comme ça l'opposition. Donc, il suffit d'avoir 2-3 prostituées en jeu dans un village, on commence à dire que le village là c'est le village des prostituées. C'est comme ça aussi dans l'opposition. Et l'opposition de la grande prostituée est scindée en 2 blocs. Les prostituées de luxe et les prostituées de rue. Les prostituées de luxe, les prostituées de rue, ce sont ceux qui partent se prostituer en pleine journée dans les ruelles du RDPC, vendent publiquement leurs services au RDPC. Vous pouvez imaginer ceux qui peuvent être dans cette prostitution de rue. Je ne vais pas citer le ministre tel. Ça veut dire qu'ils vendent publiquement. Ils partent faire la prostitution auprès du RDPC moyennant des rétributions, les mallettes d'argent ou alors de quelques postes au niveau du gouvernement. Ça, ce sont des prostituées de rue. Maintenant, les prostituées de luxe, ça veut dire qu'au niveau de l'opinion, on sait que ce sont des gens sains, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'embourber dans des choses malsaines, mais qui nuitamment sont dans les appartements du RDPC, aller se prostituer, moyennant les mallettes et quelques privilèges. Ils sont en train de gesticuler. Et le rôle de l'opposition, de l'allégorie de la grande prostituée, c'est de décrédibiliser l'opposition tout entière, donc, y compris l'opposition intègre. C'est de combattre l'opposition intègre. Ce sont que les opposants de l'opposition, les opposants des opposants. Ce sont que les opposants de l'allégorie de la grande prostituée. Parce que leur rôle, c'est de légitimer le caractère démocratique et multipartiste du Cameroun et aussi de neutraliser les efforts de l'opposition en véhiculant l'idée selon laquelle vraiment dans l'opposition c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, dans le monde de la politique c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. En fait c'est ça leur rôle, de décrédibiliser, démobiliser mentalement les Camerounais qui veulent s'engager en disant que bon, même si c'est Kamto aussi comme eux, non, tous sont comme ça. Donc il faut faire la différence. Non, eux ils disent ça, ils veulent véhiculer ce message-là et qui fait les affaires du RDPC. Et donc les citoyens doivent faire la différence. Oh, les citoyens doivent faire la différence. Mais la question fondamentale de savoir est-ce qu'ils ont la matière politique nécessaire, la matière intellectuelle nécessaire pour pouvoir opérer de temps en temps ces différences-là. Et vous répondez quoi? Alors, pour nous pensons que la socialisation politique doit suivre son cours et s'intensifier davantage. Et vous, hommes de médias, avez cette lourde responsabilité de pouvoir éduquer les masses dans les choix, donc dans la structure des choix. Éduquer les masses. Comment on évalue un homme politique? Comment on évalue une élite? Il faut donner ces outils aux populations. Et ce n'est pas une mince affaire. Vous êtes à Bafoussam et vous avez la possibilité de voilà. Un peu plus. Donc, je crois que avec quelques détails. Si on prend par exemple un député, disons, un député. C'est quoi le rôle d'un député? Le député, c'est de dire à l'exécutif, donc au gouvernement, ce qu'il doit exécuter. Ça, c'est son premier rôle. Le deuxième rôle, c'est de se rassurer que l'exécutif, dont le gouvernement, a exécuté ce que lui a demandé d'exécuter. On parle donc de la production des lois
et du contrôle de l'action gouvernementale. Ce que le député dit au gouvernement de faire, ce qu'il dit à l'exécutif d'exécuter, il le fait par l'entremise de la loi de finances, loi de ceci. C'est ce que l'exécutif doit exécuter. Deuxième chose, maintenant, l'action gouvernementale, le contrôle de l'action gouvernementale, soit à travers les questions-réponses à l'Assemblée nationale, ça veut dire cuisiner le membre du gouvernement, ou alors engager une enquête parlementaire. Alors, le citoyen... Le député n'a pas aussi pour rôle de distribuer quelque chose. Il n'a rien à faire. Il prend l'argent là où il n'a pas aussi. Il prend l'argent là où coup d'élection, quelque sorte de risque. Il prend l'argent là où. C'est ça. Parce que normalement, on devrait mettre sur pied une commission qui va interroger la source des ressources utilisées par les députés pour acheter les sacs de riz ou venir faroter dans les villages. Il faut qu'on sache où est-ce qu'ils ont pris cet argent. Ils sont riches comment? Parce que si on se retrouve avec des individus, ils ont quelques salaires conséquents. Un député autour de 1 million de francs CFA, certains sont à 700. Alors lui prend l'argent là où au point, au lieu de chercher peut-être à refaire la déventure de sa maison, il part. Donc, mais il prend l'argent là dans les marchés publics. Les marchés publics gré à gré obtenus de façon gré à gré. Il obtient cet argent dans la non-exécution des marchés publics. Il obtient cet argent à travers la corruption. À chaque fois qu'il y a une petite manœuvre qu'on veut faire prospérer au niveau de l'hémicycle, on leur donne un peu. Les microcrédits, c'est ça les micro-projets. Le Parlement n'a pas pour rôle d'exécuter quoi que ce soit. C'est l'exécutif qui exécute. Et le Parlement dit, et le Parlement vient contrôler. Alors nous, si je suis peut-être, j'allais dire un villageois de Bacham, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder mon député et lui demander, monsieur, oui, les riz c'est bon et tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait concernant ces deux rôles? Dites-nous un peu, vous avez proposé quelle loi à l'Assemblée nationale? Ça veut dire que vous avez dit quoi à l'exécutif officiellement pour que l'exécutif exécute pour notre bien? S'il ne me répond pas, il a échoué. Il a déjà 0 sur 20. Maintenant, je lui donne encore une dernière question, rattrapage. Monsieur le député, vous avez la route Yaoundé, Douala Bafoussam. Paul Biya a dit le 31 décembre 2023 que cette route-là sera, que les travaux de réhabilitation seront effectués. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si l'exécutif va finalement exécuter? C'est comme ça qu'on évalue un député. Si après il veut bavarder beaucoup, vous lui dites non, c'est bon, on choisit notre enfant du village pour aller à l'Assemblée nationale. Et il y en a. Donc il y a des outils pour évaluer. On n'a pas besoin, par exemple, le maire, est-ce qu'il faut aller faire la sorcellerie pour savoir que le maire n'a pas travaillé? On essaie de voir ce qu'il y avait avant, qui n'arrive. On voit ce qui est aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, et maintenant on voit comment est-ce qu'il se projette. C'est comme ça qu'on évalue. Docteur, il y a eu, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs pressions déjà après le discours du président de la République. Il y a eu plusieurs pressions, il y a eu plusieurs discours qui sont montés, notamment au niveau des évêques. Il y a donc cette pression-là depuis que 2025 a commencé. Est-ce que c'était une pression préparée des acteurs du changement, comme on les appelle? Est-ce que c'était une pression préparée où elle intervient, c'est tout simplement un ras-le-bol, c'est seulement l'expression d'une certaine frustration qui a trop duré? Il faut déjà rappeler, Cyril, que pour ceux qui ont flirté avec le phénomène religieux, surtout le catholicisme romain, les prêches des prélats, des prêtres, sont coordonnés. Ce n'est pas comme chez certains où chacun se lève un beau matin, il choisit son évangile, il donne l'orientation qu'il veut, il bavarde toute la nuit pour faire les délivrances et tout ça. Non, c'est coordonné. Ça veut dire que lorsque vous entendez un évêque, même un seul, dire que le peuple doit prendre ses responsabilités, considérer que ça a été discuté ou ça a été transmis à partir du haut,
Monseigneur Paul Om s'il annonçait déjà ici, bien avant, je crois que c'était en Orpo, lors de la visite du Nostre Apostolique, ça veut dire les citoyens à s'inscrire massivement. Exactement. Donc pour vous faire comprendre que les autres évêques peuvent jouer les sous-marins. Mais voilà la position officielle concernant le bail de Paul Biya à la tête de l'État. Et ça, c'est le problème. Les évêques n'ont pas lâché. Après, ils ont tenu un compte rendu de leur conférence épiscopale. Exactement. Ils ont, une fois de plus, cyniquement, j'allais dire cyniquement. Nous, on est modérés. Ceux qui ont lu le communiqué final de la conférence épiscopale, 48e session, vous diront que les évêques ont été plus que cyniques, plus que radicaux dans le diagnostic qu'ils ont fait. Un diagnostic franc, sans état d'âme. Sans état d'âme. Parce que lorsqu'ils vous parlent des projets bidons, c'est l'expression des évêques. Des projets bidons, ça veut dire qu'on décide comme ça de construire un stade qui ne sera pas opérationnel. 2 stades, et puis on vous dit ça a coûté 269 milliards. Ils ont dit, lorsque des gens sont engagés dans la gabegie financière. Donc les mots utilisés, les superlatifs critiques utilisés par les évêques ne peuvent même pas concurrencer les superlatifs que nous autres utilisons. Ça veut dire que les évêques sont à bout. Et ce n'est pas forcément les évêques en tant que personne, mais en tant que leader communautaire qui vivent avec les en bas d'en bas au quotidien, qui reçoivent les confessions des en bas d'en bas, qui partagent les mêmes misères que les en bas d'en bas, même si eux-mêmes ils ne sont pas forcément misérables. Mais toujours est-il que par procuration, ils sont énervés. Et ils ont donc posé un problème. Et c'est bien parce que là, ça ne vient pas des gens qu'on a toujours présentés comme ceux qui veulent la place de Paul Biya. Non, les évêques ne veulent pas la place de Paul Biya. Non, vraiment, ils veulent juste que l'eau coule normalement, que les services de santé marchent normalement, que les routes soient bitumées, qu'on arrête de manger avec l'argent, qu'on arrête d'exclure les Camerounais du partage du patrimoine collectif. Vous savez, j'ai toujours dit, Cyril, notre problème, c'est qu'on attend de l'État. Parce qu'il y a certains qui me demandent, qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez un quoi? Politicien, vous n'êtes pas. Vous ne voulez aucun mandat, vous n'appartenez à aucun parti politique, vous avez même pris l'engagement que vous n'allez jamais adhérer à un parti. C'est quoi votre problème? Notre problème, ce n'est pas que l'État doit tout nous donner. Aucun État ne peut le faire. Ce qu'on demande à l'État, c'est 2 choses. Créer un environnement qui va permettre à chaque citoyen, quelle que soit son appartenance sociale, politique ou religieuse, de pouvoir survivre. Nous sommes tous des humains. Lorsque la famine vous ronge, vous sentez la même douleur que celui qui est aussi en face. Par conséquent, si vous avez du pain à distribuer, vous allez vous mettre en tête que l'autre souffre de la même maladie que moi, il vit la même misère que moi. Par conséquent, je vais aussi lui donner quelque chose pour garnir sa panse. Maintenant, si les offres sont rachitiques, si les ressources sont rachitiques, disons les mangues, parlons des mangues, on va dire non, Paul Biya, l'État ne peut pas donner la mangue à tout le monde, on n'a que 5 mangues. Acceptons qu'il n'y a que 5 mangues. Il faut déjà qu'on accepte que nous soyons d'accord qu'il n'y a que 5 mangues. Oui. Maintenant, s'il y a 5 mangues, on pose ces mangues, on dit que le plus compétitif récupère la mangue. Mais si on commence déjà à dire, bon, comme ton père est un vaurien, il n'était rien ici, dans la MIFI, il ne représentait rien, mets-toi là-bas de côté. Maintenant, toi, comme tu es Bamileke là, mets-toi de côté. Comme tu n'es pas homosexuel, mets-toi de côté. Comme tu n'es pas rosé-chrétien, mets-toi de côté. Voilà ce qui nous révolte. On ne veut pas que l'État nous donne. On veut juste que l'État garantisse un petit accès équitable de tous aux ressources collectives, autant pour moi. Donc ça signifie quoi? Si on commence à discriminer les gens sur la base de leur orientation sexuelle, ça veut dire que les hétérosexuels sont discriminés dans ce pays au niveau des en haut d'en haut. Les
les hétérosexuels, ça veut dire c'est nous qui sommes plutôt des gens qui évoluent en marge. Vous pensez qu'il est en marge de la régularité. Donc maintenant il est plus. Donc selon eux. Les homosexuels? Non, selon eux, c'est lui qui est plus normal actuellement. Le Camerounais normal, selon eux là-bas. Oui. Le Camerounais le plus normal, c'est lui qui est homo. Ah bon? Le Camerounais le plus spirituellement assis, c'est celui qui est dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie. Le Camerounais qui est bien, c'est celui qui appartiendrait à l'ethnie ou à la tribu de celui qui tient la ressource. Donc vous voyez que ces stigmatisations-là créent la frustration. Ça crée la frustration. Je vais vous parler de mon cas. Jusqu'à ce jour, ils ne m'ont jamais recruté à l'université. Hein. Jamais. Et après, il y a des individus lugubres qui viennent vous dire, bon, vous êtes un gars brillant, vous avez tous les articles et tout ça, vous avez commencé à enseigner quelque part et tout. Donc je crois que la seule chose, c'est que vous devez adopter une éthique qui cadre avec l'éthique universitaire. En tout cas, une attitude qui cadre avec l'éthique universitaire. L'éthique universitaire, c'est que Paul Biya vient, il prend les enfants de Clouy ici à Bafoussam, il part les mecs en prison parce qu'ils ont seulement dit qu'il doit quitter et on arrête et on accepte ça, on se tait. Ou on commence à dire que non, bon, monsieur le président, voyez aussi, il n'y a pas de clémence, monsieur, vous avez violé la loi, il faut libérer les enfants de Clouy. Donc on vous dit, non, bon, il faut avoir une attitude qui cadre avec l'éthique universitaire. Je leur dis non. Quittez d'abord, arrêtez les médias même pendant un an. Et puis c'est bon, on vous dit. Oui. Ah bon? Ça veut dire on vous demande, c'est de l'autocensure, on vous contraint à l'autocensure. J'ai parlé de la corruption intellectuelle tout à l'heure, on vous contraint à l'autocensure. Ça veut dire que vous vous retirez. Et il y a certaines universités qui ont eu à faire ça. Beaucoup ont eu à faire ça. Vous avez vu comment mon ami, c'est mon ami, hein, Luison Essomba. Professeur Luison Essomba, actuellement professeur, il était docteur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est retiré des médias. Et où j'ai l'autre jour, il était fier que finalement il est devenu professeur. Non, on ne doit pas contraindre les Camerounais. Si vous méritez, on vous donne. Si vous ne méritez pas, on vous laisse au quartier. Ça veut dire que je dépose mon dossier. Si vous sentez qu'il y a plus fort que moi, mais on me laisse au quartier. Qu'est-ce qu'il y a à venir me dire qu'il faut d'abord vraiment, si vous pouvez d'abord quitter même pendant un an là, on va d'abord voir. Non. C'est en fait, ça sont des frustrations qui font que, à un moment donné, le peuple étouffe. Certains étouffent. Seulement, ils n'ont pas souvent la force de pouvoir réagir comme nous. Parce que l'environnement est très brutal. Moi, je ne conseillerais pas à un citoyen qui n'a pas des arrières un peu, donc minimalement protégé de s'engager dans des confrontations similaires à celles que nous menons aujourd'hui. Ça se construit. Oui, donc il faut qu'ils se mettent dans cette dynamique-là. Ça veut dire que ça doit se construire. Voilà. Donc pour vous faire savoir que le problème qu'on a aujourd'hui, que les Camerounais, nous les en bas d'en bas, on a contre le système en place, c'est le fait qu'ils ne créent pas les conditions qui puissent nous permettre d'avoir équitablement accès à ce qui nous revient à nous tous. On lance le concours de l'ENAM. On vous dit parce que vous êtes de tel... votre ethnie est un genre. On vous dit votre ethnie est un genre. Un genre, comment quitter. On vous dit votre père, vous n'avez pas posé l'argent. Est-ce qu'il y a eu des 4 millions qu'on a eu à demander? Et on vous met de côté. Un enfant qui a passé pratiquement 7 mois en train de faire les prépas, concours et quoi. Parfois il est même major. Voilà, il est major et vous mettez cet enfant de côté. Ou alors l'enfant en train de se balader à l'ENAM. Ça c'est juste un exemple. Et puis ils trouvent leurs copies, les copies de leur promotion. Non, pas les copies de leur promotion, de ceux avec qui il avait fait le concours. Les copies sont là entassées, personne n'a corrigé. Nous avons fait comment pour sélectionner ceux qui avaient réussi l'année là? Si les copies n'ont pas été corrigées, ça frustre. Vous pouvez pousser les enfants au suicide pour rien. Et donc c'est peut-être cette frustration-là qui fait qu'en 2025, précisément à partir de 2024, on a constaté une déferlante, un sursaut républicain des Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales. On a vu beaucoup de Camerounais se sont lancés dans ce processus d'inscription sur les listes électorales, docteur, et on se demande, est-ce que cette inscription massive des Camerounais depuis 2024 sur les listes électorales peut faire basculer l'appareil étatique, peut faire basculer l'appareil étatique en 2025 lors des présidentielles? Oui, mais il y a des préalables. Oui, ça peut. Ça peut faire basculer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, on appelle ça comment? Nous avons des signaux
qui nous laisse croire que le système panique et que le système peut céder. Le système peut être vaincu. Oui, nous avons des signaux dans ce sens. Donc, il faut qu'on cherche. Je vais revenir par exemple sur le cas de la réhabilitation des inscrits, oui, est injustement exclu par Elecam. N'est-ce pas, tout le monde était convaincu que bon, Elecam, monsieur Essou, c'est le baron des barons, personne ne peut l'inquiéter. Mais après, lui-même, il est revenu seul disant qu'on va intégrer. Donc c'est possible. Mais il y a des préalables. La requête du MRC qui a été tenue en compte par le Conseil constitutionnel, même s'il y a de fortes chances que les recevabilités soient encore mobilisées par je ne sais pas quoi après. On ne sait pas dans le fond et dans la forme, je ne suis pas un juriste. Il y a des préalables, vous dites. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est la défense populaire du vote. C'est un préalable assez important. Le peuple doit protéger son vote. C'est possible. Il y a le fait que le code électoral permet aux électeurs de prendre part au dépouillement dans leurs différents bureaux de vote respectifs à la limite de la capacité du dit bureau. Donc c'est possible. Ok. Et c'est possible que si préalablement il y a des inscriptions massives pour faire partie de ce peuple qui va protéger le vote. Vous ne pouvez pas protéger le vote si vous n'avez pas voté. Vous venez chercher quoi? Si vous n'avez pas pris part au vote, vous n'avez rien à revendiquer. Il faut d'abord vous inscrire pour faire partie de ceux qui peuvent défendre le vote. Il faut maintenant aller voter et contrôler pour voir dans quelle mesure défendre votre vote. Parce que si vous n'avez pas voté, vous allez venir défendre quoi? Rien. Et après ça, il faut se rassurer, pour ce qui est côté opposition, d'avoir des surveillants d'abord à vous, les scrutateurs. Aujourd'hui, on annonce près de 32 000 bureaux de vote. Ces 32 000 bureaux de vote, cela suppose ou suggère que si on prend peut-être 4 partis de l'opposition, que chacun de ces partis ait 32 000 scrutateurs. Ça fait chaque bureau de vote 4 scrutateurs de l'opposition. Ce sont eux qui vont maintenant empêcher les présidents de bureau de vote de menacer les électeurs qui viendront prendre part au dépouillement. Oui. Donc il y a ça. Il y a également le fait que l'opposition doit organiser un système de comptabilité numérique des votes. Ça veut dire qu'il doit avoir une plateforme où des représentants agréés des partis politiques, ça veut dire des scrutateurs, vont insérer le fameux PV. Ils filment le PV, ils filment le tableau, ils insèrent. Maintenant, après, il faut mettre des statisticiens qui vont faire la comptabilité avant que les câbles ne se prononcent. On a déjà pratiquement... Donc ça peut être possible. Oui, c'est possible. Mais comme nous connaissons l'ordre dominant, il faut aussi le dire. C'est un ordre brutal. L'ordre dominant qui est dominé par les fondamentalistes, ils sont brutaux. Une chose est de battre bien. Une autre est de l'enlever. Prendre le pouvoir. C'est ça le problème. Il y a donc les fondamentalistes qui sont aux aguets et qui se préparent, ils travaillent sur cette hypothèse. Vous pensez à quoi, un coup d'État? Non, à une répression violente. On ne peut pas violenter un peuple. Docteur, on va bientôt sortir de l'émission, mais j'aimerais quand même vous poser cette question-là. Alors, lors de la présentation des vœux récemment au président de la République,
on a la députée Toumani Danduya qui s'est rendue auprès de Paul Biya. Il y a eu un échange d'environ 3 à 5 minutes avec le président de la République. Et de cet échange-là, après cet échange, il y a eu beaucoup de questionnements et elle a tenu à faire un communiqué pour expliquer ce qui a meublé cet échange-là. Et bon, dans ses explications, elle fait savoir que le président de la République dit n'avoir jamais reçu de l'opposition cette proposition de modification du code électoral. Est-ce que vous croyez à la sincérité des propos? Déjà, si ces propos-là sont véritablement de Paul Biya, est-ce que vous croyez à la sincérité de ces propos-là? Bon, accordons une présomption de sincérité aux propos, d'abord. Ça veut dire que Paul Biya nous fait savoir que même à travers les radios et les télévisions, il n'a jamais eu vent du dépôt à la présidence de la République des propositions du code électoral faites par l'opposition. Et ce n'est pas l'opposition de manière triviale, c'est l'opposition dans sa grande maturité, dans sa grande représentativité. Vous avez Kamto, qui était dans le MRC, qui était dans la plateforme. Vous avez le PCRN Cabral Libi dans la plateforme, Tomaino Damjoya dans la plateforme, je suis aussi dans la plateforme, Kwemo de l'UMS, de l'UMS, il était également, ça veut dire voilà, disons, 5 têtes sans compter les acteurs de la société civile. Et Paul Biya estime que pendant cette période-là, lui, il a mis toutes les radios, il n'a pas eu l'occasion d'entendre quelque chose allant dans ce sens. Parlant de ces 4, de ces 5 personnalités, il a regardé les télévisions pendant la période-là, on montrait peut-être, je ne sais pas quoi, Marima ou quoi. Lui, il n'a pas vu ça. Maintenant, il estime qu'au niveau de la présidence de la République, au niveau du courrier, ou encore au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, les gars ont décidé de cacher le document. Ça dit qu'il ne contrôle plus rien. Non, ils l'ont caché, disons, non, il est de bonne foi. Disons qu'il est de bonne foi. Oui. On a dit que nous partons sur l'hypothèse selon laquelle il est de bonne foi. Donc, l'hypothèse de la présomption de sincérité. Donc, Paul Biya lui dit que les gars ont caché. Tomaino Damjoya est venu déposer tout un gros document. Les gars du courrier ont pris, ils ont caché. Il a pris le document. Ceux du secrétariat général ont pris le document, ils sont allés cacher. Et lui n'a pas vu. Oui. Ça c'est Paul Biya de bonne foi. Donc, 2 choses. Pendant cette période-là, il entendait tout. Sauf ça. Dans les médias, sauf l'oncle là. Et deuxièmement, on peut déposer à la présidence de la République un courrier aussi important, porté par des hommes aussi importants, et que les esprits malveillants arrivent à cacher ça au président de la République. Qu'est-ce qui peut justifier? Maintenant, s'ils peuvent donc cacher ça, oui. La question est simple. Combien de dossiers ont-ils été cachés au président de la République? Et qu'est-ce qu'il fait pour réprimer? Bon, il a dit ça, il a tourné le dos, c'est bon. Les gars, ils m'ont caché. Les gars m'ont caché le document, c'est bon. Il ne fait aucune promesse que j'irai donc auprès des gars pour leur demander que c'est comment. Il y a un document important qu'on est venu laisser ici, oui. Et vous avez caché ça. Non, bien ne dis pas ça. Donc, bien ne se pose pas des questions que mais je quand même avec les qui. C'est qui que j'ai mis au courrier? C'est qui que j'ai mis au niveau du secrétariat général de la présidence de la République au point où il parle des dossiers importants de la République, il les cache. Bien ne dit pas ça, il tourne le dos, il fait comme si. Ça c'est bien dans sa sincérité. Oui. Présomption de sincérité. Maintenant, de l'autre côté, on peut estimer que comme il a l'art de tourner toujours la langue, parce que j'ai toujours dit aux amis de l'opposition que pour venir à bout d'un adversaire, il faut reconnaître les forces de l'adversaire. Pas seulement ses faiblesses, les forces de l'adversaire. Paul Biya est un bon orateur. Les choses qu'il fait là, qu'il ne veut pas parler, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas parler. Il sait bien parler. Il sait bien manier la langue de politicien. C'est un rusé. Il est à sa place. C'est un rusé.
Alors, chacune des communications du président de la République porte une bonne dose de ruse lorsque Paul Biya parle. Et c'est parfois de manière spontanée. Il ne prépare pas, mais de manière naturelle, il fait transparaître la ruse dans ses différentes communications. Suivant cette logique, on peut dire que, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la chronique de l'autre jour sur Equinox Radio, que ça sent une décharge rapide. Donc il a voulu décharger rapidement Tomaino Damjoya en disant que non, vraiment je ne suis pas au courant. Et là c'est bien fait, bon c'est bon, il part. Mais sinon ça fait quand même, ça questionne quand même. Est-ce que le Cameroun peut continuer avec un président à qui on peut cacher facilement les dossiers, un président qui n'est pas au courant des actualités les plus fortes de la nation, un président de la République qui n'arrive pas à sanctionner après des révélations, après avoir lui-même fait des confessions sur la mauvaise intention, sur les mauvaises intentions de ses collaborateurs. Ça questionne aussi. Est-ce qu'on va donc continuer? Mais pour dire simple, oui, Cyril, ça c'était juste pour faire dans la langue de bois. Moi je suis convaincu. Je reste convaincu que Paul Biya ne tient plus réellement les manettes de l'État du Cameroun. Ça c'est votre mot? Oui. Ça, je dis que je suis convaincu qu'il ne tient plus réellement et pleinement les rênes de notre pays. Ce sont les héritiers à qui il a donné les délégations de signatures qui sont transformées en délégations de pouvoir. Ce sont également ces clans qui prennent la République en otage et qui décident de se régler les comptes de manière anarchique et obscène devant le peuple camerounais. Et le peuple camerounais observe. Ça veut dire les gens sont fiers, ils sont assis là devant la télé. On dit, oh vraiment, vous voyez le camp Gongo, le camp Motazé, et puis on prend ça comme c'est une raillerie. Pourtant les gens jouent avec notre avenir, avec notre destin, avec nos vies. Les gens sont là, non vraiment, vous voyez, le grand réseau est fort, il n'y a pas, mon frère, ça nous rapporte quoi? Ce n'est pas un labyrinthe. Je pense que Gongo va laisser. Oui, vous pensez vraiment que Gongo. Et ils finissent de parler comme ça. Ils éteignent la télé, ils dorment lentement, ils sont tranquilles. Ça leur dit absolument rien. Donc, pour dire aussi que, si avec votre permission, que le peuple camerounais, d'une manière ou d'une autre, est responsable de ce qui lui arrive. La désinvolture politique, la sous-traitance politique, le manque d'esprit de sacrifice politique. Ça veut dire que vous avez des individus, ils partent dans un établissement, on leur dit, bon, l'APE c'est désormais, ce n'est plus de 3 000 francs, c'est désormais 15 000. Ils rentrent, ils vous disent que, bon, vraiment, moi je ne vois pas Paul Biya dedans, hein, parce que pour moi c'est le proviseur. Qui a nommé le proviseur? C'est Nalova Nyonga. Qui a nommé Nalova? C'est Paul Biya. Mais les gens ils vous disent que non, là avec vos histoires des opposants là-bas, c'est juste un problème d'APE. Il y a d'autres qui vous disent que bon, tu vois, docteur, je suis d'accord avec tout ce que vous dites souvent là. Seulement que nous, bon, on n'a pas le courage, on ne veut pas parler et tout. Est-ce que je suis un surhomme? Je ne suis pas un surhomme. Est-ce que j'ai une protection? Je ne suis protégé par personne. Quand j'ai eu mon problème d'enlèvement, tentative d'enlèvement à Douala, n'est-ce pas, j'ai géré ce problème-là seul. Je gère seul, il n'y a pas des gens derrière moi qui vont venir me dire que bon, docteur, on fait ceci. Non, c'est moi qui ai pris mon dossier, le poser au niveau international, au niveau des ambassades, au niveau même du gouvernement, jusqu'à ce que le ministre Betty Assomo, le ministre de la Défense, a inscrit une enquête qui est conduite actuellement sur le terrain par le gouverneur Iva Dibois. C'est moi-même qui porte mon dossier. Je n'ai personne. J'ai quasiment un seul parent, c'est ma mère. Elle touchait 47 000 francs en tant que directrice d'école. À sa retraite, dans son départ à la retraite, elle touchait 60 000 francs. Et aujourd'hui, là, elle est assise au village, elle ne fait absolument rien. Donc il n'y a personne derrière moi, je n'ai pas un oncle, je n'ai aucun oncle, aucune tante qui connaît même Yaoundé, qui a eu à vivre à Yaoundé. Ça veut dire que tous sont au village, ça veut dire mon grand-père a eu 9 enfants, aucun n'a eu vraiment cette réflexion-là, nous sommes à 40 km de Yaoundé.
Il a eu cette réflexion-là ou ce réflexe de venir même s'installer à Yaoundé. Donc pour vous dire que je suis pratiquement un singleton. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à Yaoundé, qui n'a personne à Yaoundé. Mais on est obligé, en tant que fils d'en bas, de se dire que non. Les gars veulent laisser leurs enfants. Il est position déjà, gouverneur, préfet et tout. Mais ces gars, ce sont nos camarades de classe. Quand on était au lycée, ils ne pouvaient pas nous parler fort. Quand on était en fac, ils ne pouvaient pas nous parler fort. En termes de hem les mêmes, ils ne peuvent pas. Il y a certains que vous invitez. Vous les invitez sur ce plateau. Après 2 questions, ils commencent à pleurer seuls. Il n'y a pas le hem les. Nous on a donc ça, mais comment se fait-il qu'on va nous mettre des bébés, des enfants qui ont été nourris continuellement au biberon jusqu'à l'âge adulte? Ces enfants-là vont venir maintenant menacer ceux qui ont été nourris au grain de maïs sec. C'est impossible. Donc c'est un combat d'abord personnel, il faut que les Camerounais le sachent. Ils vont dire non, Kamtoba vraiment, Kamtoba fait, vous faites quoi pour que Kamtoba arrive au pouvoir? Exactement. Il y a ceux qui viennent là et vous disent que non, vraiment, on est dessus de l'opposition. On est vraiment dessus, vous êtes dessus, vous avez mis quoi dedans? Vous n'avez rien mis, ne demandez les comptes à personne. Ce sont ceux qui ont eu à miser, qui ont des comptes, qui ont cette légitimité d'exiger les comptes. Donc pour dire aux Camerounais que l'affaire, ce n'est pas l'affaire du changement, ce n'est pas forcément le départ de Paul Biya. Hein. C'est juste que par exemple Paul Biya fait partie du mal. Ça veut dire donc de la cause de nos problèmes. Et après, oui, mais sinon, selon moi, hein, le changement, c'est 2 choses. Soit ceux qui sont là changent. S'ils changent, est-ce que nous serons encore là pour venir parler? On ne va plus parler, tout est ok, c'est bon. Si Biyabi fait 100 ans au pouvoir, ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est le changement, qu'il y ait amélioration du niveau de vie des Camerounais, que ceux qui reviennent aux Camerounais leur soient remis. C'est tout. Maintenant, si le peuple n'ont pas le faire, si le peuple n'ont pas changé, on les change. Dernière question donc pour sortir de cette émission, dernière question. 2026.